Bonjour, c'est pas une vidéo différente de celle de d'habitude. C'est toujours ce sentiment d'interrogation qui fait que certains d'entre nous, certains humains, se posent toujours, irrémédiablement des questions. Hein, des questions. Pourquoi la vie, hein, on peut très bien la vivre sans se poser des questions, hein, on peut très bien la vivre, et on peut aussi légitimement se poser des questions, hein, comme par exemple pourquoi on passe des épreuves, hein, parce que la vie est une suite d'épreuves, hein. J'en sais quelque chose, hein, mais tout le monde en sait quelque chose. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'êtres qui n'ont pas à subir des épreuves. Hein. Donc, je crois qu'on a tous à subir des épreuves et on s'en sort chacun avec des traces, des marques. C'est inévitable. Hein. On ne peut pas faire autrement que subir des épreuves. Hein. Alors moi, des épreuves, vous savez, pour ceux qui me connaissent que j'en ai eu, hein. Tout a commencé, hein, c'est un petit peu comme un scénario ou un petit peu comme un roman. Tout a commencé par ces interminables questions, hein, ces questions sur l'existence. Alors d'abord, on n'est pas tous pareils. Hein. Certains d'entre nous se trouvent à l'aise comme un poisson dans l'eau, on peut dire, hein, bien que je ne sais pas si cette phrase a beaucoup de sens, parce que les poissons ne doivent pas tous être à l'aise, hein, certainement qu'il y en a qui le sont, et d'autres qui ne le sont pas, hein, et on vit, et voilà, la vie de chacun est bien différente. Alors je me suis posé des questions, je disais, depuis l'adolescence. Hein, depuis l'adolescence. Dans l'enfance, j'ai pas souvenir que je me posais vraiment des questions. Je ne crois pas que je me posais des questions. Je me contentais de vivre. Hein. J'avais eu une vie qui n'était pas si dure que ça non plus. Hein. Et j'avais des parents, comme certains d'entre nous ont la chance d'avoir, hein, d'autres ne l'ont pas. Et donc, je ne me posais aucune question. Hein. Par exemple, j'allais, comme tous les enfants, à l'école. J'avais des professeurs dont un en particulier, qui était admirable, hein, et je suivais tranquillement ce qu'il nous disait, et c'était pas difficile. Hein. Sur le plan, on va dire, sur le plan religieux, j'allais au catéchisme, hein, parce que je ne me posais pas des questions non plus. Je suivais ce que l'enseignant, c'est-à-dire un curé particulièrement fort de personnalité, nous indiquait. Hein. Bien sûr, il nous donnait les critères d'une religion sur laquelle il s'asseyait. Hein. Il s'asseyait sur une religion et c'était... Voilà. Et donc, on avait un enseignement, je dis on, parce qu'on était plusieurs dans ces cours. Hein.
et on suivait ce que on suivait chacun à sa façon, hein. Mais alors il y a dès cette époque-là, c'est divisé au moins en 3 catégories, hein. Ceux qui le font avec une certaine approche, on va dire, une certaine croyance, hein. Ceux qui ne sont, on va dire, ni d'un bord ni de l'autre, et ceux qui sont rebelles, hein, qui contestent tout ça, et qu'un intérêt, enfin, on va dire, oui, un intérêt, hein, je ne vois pas d'autre adjectif, qui, déjà, c'était les filles, hein, les jeunes filles, et donc, voilà, ils n'en avaient rien à faire de ce que pouvait dire le brave curé ou le brave abbé, et ils suivaient leur propre instinct, c'est-à-dire draguer les filles en somme, hein, c'est comme ça. Alors, il y a, à ce moment-là, on était séparés, les filles et les garçons, hein. Même à l'école, il n'y avait aucune... c'était pas ensemble, hein. Les garçons suivaient l'enseignement avec les garçons, les filles suivaient l'enseignement avec les filles, et puis ça suivait son cours, hein. Donc, pourquoi j'ai commencé cette vidéo? Mais parce que je pense sincèrement, hein, on va dire à mon âme et conscience, je dis toujours à mon âme et conscience, hein, je dis tout le temps à mon âme et conscience, parce que je pense que c'est difficile de savoir ce qu'est une âme, hein. Pour moi, c'est un esprit, hein, un esprit qui est là et qui se pose des questions, qui réfléchit et qui essaye de réfléchir, qui essaye de se poser des questions. Moi, vous savez, je l'ai déjà avoué, hein, depuis quelques vidéos, je sais, j'ai pris conscience, parce qu'à un moment donné, il faut bien prendre conscience de soi-même, hein. Il faut avoir le courage de se regarder dans un miroir, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un très beau miroir. Et il faut avoir du courage pour se regarder dans le miroir. On peut le faire aussi en n'étant pas un observateur, mais comme ça, on regarde superficiellement, mais c'est pas du tout le sens de se regarder dans le miroir. Se regarder dans le miroir, c'est un sens beaucoup plus différent, tout à fait différent même, c'est-à-dire qu'il m'a fallu des années pour me regarder moi-même, hein, pour me regarder. Alors je m'adresse aujourd'hui à ceux qui n'ont pas fait cette expérience et qui n'en ont pas besoin. S'ils n'en ont pas besoin, tant mieux, hein, tant mieux. Moi aussi, j'aurais aimé ne pas en avoir besoin. Mais que voulez-vous? Quand on prend trop tardivement conscience, à 75 ans par exemple, hein, pour s'apercevoir qui on est, hein, parce que son être, il y en a qui le comprennent tout de suite, hein, à 17 ans par exemple, je crois que c'était monsieur Claude François qui avait sorti une chanson sur à 17 ans. Il avait compris ce qu'était la vie et qu'il avait serré les poings et qu'il fallait se battre. Il avait compris ça, monsieur Claude François, et d'où sa réussite, peut-être, mais d'où aussi peut-être sa courte vie. Hein, sa courte vie. Et moi, si la vie a été un peu plus longue, hein, c'est parce que j'ai traversé des péripéties. J'en ai traversé beaucoup. Je devrais être mort alors d'aujourd'hui. Hein. Je devrais être mort. Hein. Ceux qui ont vu le film Absence répétée, je conseille de voir
film à sens répété. Peut-être que je mettrai même un lien pour aller voir ce film dans cette vidéo, je mettrai peut-être un lien. Et ça a été ma vie. Hein, ça a été ma vie, ça a été ma vie, ça a été ma vie. Sauf que là, elle n'a pas fini dans un WC de train, hein, parce que dans l'absence répétée, ça finit dans un WC de train, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Mais il faut bien que ça finisse à un moment donné. Alors donc, ma vie a été difficile. Elle a été difficile, difficile, difficile. Et donc, voilà, j'ai traversé beaucoup d'épreuves et je suis là. Je vous disais, je vais en revenir là où j'étais, hein, où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire devant le miroir. Hein, devant le miroir, vous savez que les miroirs pour moi ont une très grande importance, très grande. Et avant même que je reçoive l'initiation, on peut dire comme ça, eh bien, le miroir il avait toujours en moi, je ressentais avec le miroir quelque chose de, que j'allais dire magique, parce que je ne voyais pas le bon adjectif, et donc je ne me regardais pas dans le miroir pour regarder si j'étais... J'ai eu aussi cette période imbécile où on se regarde pour voir si on est bien coiffé, si on est bien... si on est présentable, hein, bien que les fleurs soient beaucoup plus présentables. Mais non, le miroir a eu tout le temps pour moi un grand effet sur moi, hein, un grand effet. Et plus j'ai vieilli, hein, et plus j'ai observé, j'aimais observer dans le miroir, parce que je savais qu'on pouvait analyser notre âme en somme. Hein, alors je sais que la théorie veut qu'il y ait au moins, comme beaucoup de fois, comme très souvent, au moins deux idées différentes. Hein. Alors les uns, ils pensent que les âmes existent, hein, les âmes, ça serait une sorte de moi, pas matériel, qui rejoint la naissance du bébé, hein, et qui s'intègre dans ce bébé, et qui ensuite l'accompagne durant l'existence. C'est ça l'âme. Hein. Pour moi, c'est à peu près ça. Je ne dis pas que c'est ça, je dis pour moi, c'est à peu près ça. Alors donc, j'ai pris conscience un peu tard, hein, mais il vaut mieux prendre conscience tard que jamais, hein, parce qu'il y en a qui ne prennent jamais conscience que j'étais un ego. Hein, que j'étais un ego, oui. Je me pensais pas intelligent, mais pas trop bête non plus. Hein. Je me disais, bon, tu n'es pas d'une intelligence grande, mais tu n'es pas non plus très bête. Hein. C'est comme ça que je voyais ma propre personnalité. Hein. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et quand il est arrivé le décès de ma femme, il faut bien qu'il y ait un repère quelque part. Hein. Jusqu'à là, pas spécifiquement le décès. Ça avait commencé quand sa maladie a été... elle a commencé à l'atteindre beaucoup. Hein, parce que ma femme avait attrapé la maladie d'Alzheimer, mais ça depuis des années qu'elle l'avait, et j'avais fait tout ce qu'il était possible de faire pour tenter de lui faire, non pas oublier, mais qu'elle en souffre le moins possible. Hein, qu'elle en souffre le moins possible. Ça, je vais faire référence au miroir, parce que il faut que je me mette devant le miroir pour reconnaître ce que j'ai, eh ben, je me mettrai devant le miroir. Hein. Alors donc, la conscience ne me bouscule pas de ce côté-là. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, quand il est arrivé sa maladie, hein, c'était que le début de la maladie. Donc, je pouvais
enfin, je pouvais, tant bien que mal, l'aider à faire les pas qu'il lui restait à faire, hein, le parcours de sa vie qu'il lui restait à aller jusqu'au bout. Hein, et je ne regrettais pas de l'avoir fait. Hein, je ne regretterai jamais, jamais, jamais de l'avoir fait. Et ça, ma conscience, elle le sait. Hein. Je peux être mis devant un miroir ou devant l'Éternel, hein, s'il y a une sorte à la fin de procès ou de jugement. Écoutez, je suis assez serein pour ce jugement. Hein. J'aurai probablement d'autres reproches qui ressortiront, mais je suis tranquille de ce côté-là. Donc je me suis mis dans le miroir plusieurs fois dans ma vie, plusieurs fois, mais pas avant, on va dire, pas avant l'âge de presque 70 ans, presque 70 ans, voilà. Et quand il est arrivé l'âge de 75 ans, hein, et bientôt 76, eh bien là, j'ai soudainement pris conscience que j'étais un ego. Voilà. Jusqu'à là, je pensais, comme je viens de le dire, ni être intelligent, ni être trop bête. Hein. Je pensais tout simplement être, je dirais pas d'une moyenne, parce qu'une moyenne, comparée à ceux qui ont beaucoup étudié ou qui sont très intelligents, je suis à des années-lumière de là. Hein. Mais je ne pensais pas que j'étais quand même aussi inégaux que ça. Alors quand il m'est arrivé ces 75 ans, hein, c'est-à-dire un an après le décès de ma femme, hein, c'est à peu près là que ça a commencé, je me suis posé des questions sur moi-même. Hein. Je me suis enfin, vous vous rendez compte, à 75 ans, regardé dans le miroir. Hein, regardé dans le miroir. J'ai enfin pu décortiquer, c'est presque comme ça qu'on pourrait le dire, l'animal que j'étais. Hein. Enfin. Hein. Jusqu'à là, c'était uniquement une question de physique. Hein. Je voyais le visage d'un homme, hein, ou pas plus que ça, sans approfondir, hein. Mais quand il est arrivé l'âge de 75 ans, je me suis remémoré un petit peu, pas mal, beaucoup d'ailleurs, le passé. Hein, le passé. J'ai réfléchi sur celui que j'étais, j'ai réfléchi sur moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais au fond, tu t'es jamais réveillé. Je me suis dit, oh, tu ne t'es jamais réveillé. Hein, tu as toujours été heureux, les simples d'esprit. Il était dit dans la Bible, quelque part, je ne sais plus lequel était le saint qui disait que ça pouvait être la félicité que d'être simple d'esprit. Hein. Je ne sais pas si ça peut être la félicité d'être simple d'esprit. Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne le sais pas. Hein. Mais en tout cas, je sais que ça fait un drôle d'effet. Quand on atteint l'âge de 75 ans, hein, c'est-à-dire 7 et 5, donc 12, 2, 1, 3, quelque part il y a une réflexion à avoir là-dessus, parce que vous savez que le 3 a une très grande, très importante importance, hein, c'est un chiffre, presque un chiffre, c'est un chiffre qui a beaucoup d'importance. Et donc, là, j'ai pris conscience, hein, j'ai enfin commencé à soulever le voile, ou à soulever le couvercle, et à voir celui que j'étais. Hein, c'est comme ça. Alors ça fait un choc, lorsqu'on le sait dès le début, hein, comme la chanson de
M. Claude François, hein, à 17 ans, voilà. Lorsqu'on est aussi à ce moment-là et qu'on a parcouru la vie en se battant, hein, pour réussir, parce que il faut toujours se battre pour réussir, hein. Lorsque de la façon absurde, on le comprend comme dans le film Le mouton enragé, hein, que je ne conseille pas d'ailleurs, mais c'est un film un peu... Il y a... c'est pas une bonne image de la prise de conscience pour moi, hein. C'est une image... je la comprends plus dans la vie de monsieur... quand Claude François il disait qu'à 17 ans, il a ciré les poings et il a compris ce qu'était la vie, je le comprends. Mais dans le film Le mouton enragé, il n'y a rien à comprendre. Hein, il n'y a rien à comprendre. Je ne crois pas que ce soit une bonne explication. Je ne pense pas que ce soit une bonne explication. Hein, je ne le pense pas. Si c'est, ben c'est, mais pour moi, je ne le pense pas. Donc, je disais qu'il a fallu beaucoup d'années, que je commençais à me réveiller quand ma femme était décédée, hein, et commencé là, mais j'ai surtout commencé un an plus tard, lorsqu'il y avait son absence, hein, parce que pendant un an, après son décès, il n'y avait pas son absence, hein, elle était sa personnalité était toujours là, elle était toujours là, et aujourd'hui elle est toujours là d'ailleurs, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je finis par me retrouver seul, hein, seul face à la vie, seul face à l'existence, seul face à ce qu'il y a à faire, hein, d'ailleurs. Hein, et donc, je me suis encore plus interrogé. Alors, cette vidéo a un sens très simple, vous verrez, c'est pas compliqué. On peut, à n'importe quel moment, prendre conscience. À n'importe quel moment, on peut prendre conscience. On peut prendre conscience de beaucoup de choses, d'ailleurs, hein. On peut prendre conscience de qui on est, hein, et si on est un ligot, ben écoutez, on le reconnaît, hein. Il ne sert à rien de se cacher, hein. On le reconnaît. Mais par contre, si on est un truand, un bandit, un malhonnête, une charogne, on peut aussi le reconnaître, hein, parce que malgré tout, j'ai quand même conscience même qu'on peut penser que c'est totalement absurde, mais j'ai quand même conscience qu'on peut avoir une conscience, hein. J'ai conscience qu'on peut avoir une conscience. Et que quand on est dénué de conscience, pour moi, rien que pour moi, la vie a pas beaucoup de sens. Hein. On peut très bien vivre dénué de conscience, profiter de toutes les situations dont vous pouvez profiter, hein, en profiter, en tirer profit. Hein, vous pouvez le faire. Hein. Je n'incrimine pas ceux qui le font, hein, pas du tout. Mais moi, mon âme et conscience, vous voyez que j'aime revenir sur cette façon de le dire, eh ben, je ne peux pas m'enlever de l'esprit qu'il y a quand même une âme. Hein, il y a quand même une âme. Je vous ai dit quelle était ma conception de l'âme, c'est-à-dire c'est une sorte d'esprit, hein, qui cherche à s'intégrer dans un corps et qu'à un moment donné, peut-être, il arrive à s'intégrer dans un corps. Cette conscience, cet esprit, plutôt, s'est intégré dans le corps, ben, il y reste en principe, il reste prisonnier durant une vie. Hein, durant une vie, c'est ça, pour moi, qui représente la vie. Hein.
C'est un esprit, on peut l'appeler esprit, on peut l'appeler âme, qui, à un moment donné, a besoin de s'intégrer et s'intègre dans un corps. Et après, il passe toute la vie là-dedans. Après, quand il est intégré dans le corps, il peut voir l'existence de différentes façons, hein, de différentes manières. Parce que, au fond, il peut vivre sans conscience, hein, sans bien et sans mal, au-delà du bien et du mal. Comme le dirait M. Nietzsche, mais M. Nietzsche, j'aimais beaucoup le philosophe Nietzsche, mais je pense quand même qu'il a plongé dans... qu'il y a des fois où il avait peut-être raison et des fois où il avait peut-être tort. Hein. Parce qu'au-delà du bien et du mal, ça explique le monde, en somme, où nous vivons aujourd'hui. Hein, le monde contemporain dans lequel nous vivons. Hein. C'est-à-dire que le mal, au-delà du bien et du mal, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du bien et du mal? Il y a une sorte de désert, hein, aride, dans lequel il n'y a aucun interdit. Hein, aucun interdit, et ça explique le monde que nous avons aujourd'hui. Ça explique même ces Jeux Olympiques et les scènes auxquelles nous avons assisté pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Hein. Je n'ai regardé ni l'ouverture ni la fermeture parce que j'aime pas le sport. Hein. Et c'est comme ça. Certains l'aiment, mais je n'ai rien contre. Hein. Mais moi, je ne l'aime pas, que voulez-vous. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a rien à redire. Mais je crois, à mon âme et conscience, que l'incarnation sur Terre a un but. Elle a un but. On peut penser qu'elle n'a pas de but, on peut penser qu'elle n'a rien du tout, on peut penser que nous sommes des sortes pas très éloignées des animaux et que notre vie c'est proche de celle des animaux. Hein, on peut le penser comme ça. Oui, d'ailleurs c'est vrai que c'est proche de celle des animaux, puisqu'au fond, quelle différence y a-t-il entre l'animal et nous, hein? Avec la plupart des animaux, nous procréons de la même façon. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les animaux et nous. Hein. Nous sommes obsédés par la procréation, hein, autant qu'un pigeon peut l'être. Mais c'est curieux que le terme que j'ai employé, qu'un pigeon peut l'être d'ailleurs. Hein. C'est curieux. Je n'ai pas fait exprès de l'employer. C'est parce que je pensais à ce petit animal, animal qui quand vient certaines périodes de l'année, il pense beaucoup à la procréation et à procréer, hein, avec de la même façon que nous, approximativement. Eh bien, mais il y a aussi le double sens du mot pigeon qui signifie un couillon. Hein, hein. Et donc, il faut prendre les gens pour des pigeons. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette signification. En tout cas, je pense sincèrement que la vie, elle a un sens. Hein, et que si nous avons traversé des épreuves, certains d'entre nous, d'autres les traversent très rapidement. Hein, les délais de vie sont tout à fait différents pour les uns comme pour les autres. Hein. Certains, à la naissance, pratiquement, ils s'en vont. D'autres, ils dépassent largement l'âge de la centaine. Hein. Et encore, comme le disait M. Robert Charroux lorsqu'il s'interrogeait sur les personnages de la Bible et qui disait quand même c'est curieux,
c'est curieux que ces personnages vivent, il est indiqué qu'ils vivent longtemps, plusieurs siècles même parfois, et monsieur Robert Charroux, qui aimait bien s'interroger, trouvait ça curieux. Et quand c'est lui qui avait attiré mon attention sur ces personnages de la Bible, et je mes consciences, je vais encore revenir avec ce terme, que effectivement on peut s'interroger. Soit il est mentionné des chiffres dérisoires, comme on marquerait autre chose de dérisoire, et soit il y a une partie de vrai, et s'il y a une partie de vrai, ça rejoint mon idée profonde, celle qu'il y a eu une période, mais je ne suis pas le seul à avoir cette idée-là, M. Charroux le disait souvent, beaucoup l'ont dit, M. Guitard le disait également, qu'il peut y avoir, et il y en a d'autres qui le disaient aussi, il y a un autre auquel je pense, parce que M. Tarade et cette autre personne, j'ai eu le privilège de les connaître, de les rencontrer, et de passer une partie du parcours à leur côté. Je pense sincèrement que il y a eu une période où des entités non humaines sont arrivées sur Terre. Il y a eu une période comme ça, où des entités non humaines sont arrivées sur Terre. Pourquoi ils sont arrivés là? Il n'y a peut-être pas de divinité là-dedans, il y a que... c'est plutôt tel que... très simple. Hein. Nous, à un moment donné, on aurait essayé d'aller sur la Lune, bien que je ne crois pas que l'homme ait essayé d'aller sur la Lune. Mais je ne veux pas dire par là que je ne crois pas que des entités non humaines n'ont pas pu venir sur Terre. Hein. Et ces entités non humaines auraient amené la civilisation sur la Terre. Hein. Elles auraient amené la civilisation. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé, hein, un petit peu comme dans le film de 2001, l'Odyssée de l'espace, lorsqu'on voit pousser comme des champignons, des monolithes, par-ci, par-là, qui amènent l'éveil chez les primates que nous étions autrefois. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que oui ou non, il est arrivé des entités non humaines sur Terre? Moi, à titre personnel, je pense que oui. Alors, la deuxième, ce qui va suivre, c'est de se poser la question, est-ce que parmi ces entités non humaines qui sont arrivées à un moment donné sur Terre, il y en a qui sont restés? Ben, personnellement, je pense que oui. Et je pense que oui, d'une façon très, très facile à comprendre, très simple, c'est qu'elles sont toujours là, ces entités non humaines, et qu'elles dirigent l'orchestre. Hein, qu'elles dirigent l'orchestre, c'est-à-dire qu'elles dirigent la conduite du monde. Hein, c'est ça. Alors, c'est vrai que par moments, le monde semble fou. Hein, il semble tel que l'ouverture des Jeux Olympiques, par exemple, l'ouverture qui a pu choquer, qui moi ne m'a pas choqué, parce que je lui attendais, mais qui a pu choquer, hein, et donc ces entités non humaines, à un moment donné, il faudra qu'elles se fassent, qu'elles apparaissent au grand jour. Hein. Jusqu'à présent, elles sont restées dans l'incognito, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait état de leur présence, hein, elles n'en ont pas fait état, mais le moment est venu, et le moment approche, où elles auront envie de faire état de leur présence, hein, et surtout de leur domination. Hein. Ça, d'ailleurs, ça va expliquer pas mal de choses, parce que pour l'instant, si on regarde le monde, il paraît fou. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi les humains assez primates ne comprennent pas la marche du monde? Hein. Mais si vous mettez à la place
de cette non-compréhension une explication très cartésienne, comme par exemple ces entités non humaines qui sont arrivées sur Terre à un moment donné, hein, et qu'on conduit la marche du monde, qu'on dirigeait la marche du monde, hein, d'où les gouvernants invisibles et les sociétés secrètes de Serge Jutin. Hein, eh bien, vous comprenez un peu mieux comment fonctionne la marche du monde, hein, la vie du monde. Alors il y en a comme ça qui comme moi, sont à la fois des gros nigauds, qui sont pas courageux, hein, et qui malgré tout se relèvent à un moment donné, hein, ou se posent toujours des questions, ou se sont toujours posé des questions, et se relèvent, hein, parce que autour d'eux, c'est un hétacombe, hein, c'est un hétacombe de mort, un hétacombe qui est là tout autour d'eux, et eux, s'ils sont toujours là, est-ce un côté divin qui leur a permis d'être toujours là, hein, un côté divin, ou est-ce un côté sans raison précise, hein, si ce n'est une longévité un peu plus grande que les autres. Ça, c'est possible aussi. Mais pour moi, il y a deux possibilités. Il y a soit celle-là, c'est une longévité un petit peu plus grande que celle d'autrui, ou alors un côté divin, hein, un côté divin. Et toute la vie, pour moi, a été de me poser la question, y a-t-il un côté divin ou y a-t-il pas de côté divin, hein? C'est ça la question que je me suis toujours posée. S'il n'y a pas de côté divin, ça ressemble à ce que Nietzsche disait souvent, hein, c'est-à-dire le combat et la domination, et la volonté d'être, et tout ça, voilà, c'est le combat journalier, le combat de tous les jours. Hein, c'est ça, s'il n'y a pas de côté divin. Mais s'il y a un côté divin, hein, s'il y a réellement un côté divin, c'est une autre porte qui s'ouvre, hein, une autre dimension, hein, qui s'ouvre en nous. Et je pense sincèrement, à mon âme et conscience, qu'il y a un côté divin. Je pense sincèrement qu'il y a un côté divin. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer. C'est une sorte de conviction personnelle que j'ai toujours eu, et qui m'a conduit le long de ma vie, un petit peu comme un sixième sens. Vous savez, le sens, quand vous êtes dans une forêt et que vous marchez, que vous ne savez pas où vous allez, et ce sixième sens vous dit méfie-toi, ne prends pas ce chemin, prends plutôt celui-là. Parce que vous sentez que si vous prenez ce chemin, il peut vous arriver quelque chose. Ça vous le sentez très fort en vous. Hein. Ce sixième sens vous dit surtout, ne va pas par là. Mais il ne vous parle pas, il vous parle à l'intérieur de votre cerveau. Hein. Et à l'intérieur de votre cerveau, vous sentez cette... C'est un petit peu comme les animaux, lorsque certains animaux sentent qu'il va y avoir une période de tremblement de terre. Et alors ils partent, ils s'enfuient parce qu'il va y avoir un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il leur dit, hein? Ce n'est pas autre chose qu'une sorte de sixième sens qui leur parle, hein, qui leur dit surtout va-t'en, hein, ne reste pas là. Hein. Eh bien, toute ma vie, j'ai eu cette impression-là, de ressentir ça. Et c'est pas parce que j'ai dépassé l'âge de 75 ans, et bientôt 76, que ça m'est passé, au contraire. Mais par contre, à un moment donné, j'ai cessé de me penser intelligent. J'ai cessé de me penser... Je ne pensais pas intelligent, grandement intelligent, mais pas couillon à ce point. Pas couillon à ce point. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'une grosse partie de ma vie, je n'étais qu'un couillon, oui, duquel on abusait. On abusait, mais c'est comme ça.
on est couillon et forcément on passe notre parcours terrestre couillon. Sauf si à un moment donné on s'éveille. À ce moment-là, il n'est pas question de faire comme dans le film le mouton enragé, parce que ça, c'est pas un joli exemple. Hein, c'est un exemple dépravé que je n'apprécierais pas. Par contre, s'éveiller et observer l'humain trop humain, comme dirait M. Nietzsche, et il avait bien raison, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment autre chose. Alors je ne sais pas si pour beaucoup cette vidéo a eu un sens. Je ne le sais pas. Je pense que beaucoup ont dit tiens, il a fait que parler, il a fait que parler, il a fait que parler. Il n'y a eu que des palabres. Non, détrompez-vous, il n'y a pas eu que des palabres. Il y a eu des indications, il y a eu des repères. Si vous savez profiter de ces repères, même si vous êtes très jeune, hein, si vous êtes adolescent, ou si vous êtes d'un âge, mettons, du milieu, hein, de la vie, d'une vie normale, eh bien, essayez de vous servir de ces repères. Essayez de vous servir de ces repères. Moi, je n'en tirerai aucun profit. Enfin, le seul profit que je peux en tirer, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu la chance de me regarder comme il fallait dans le miroir. J'ai eu cette chance. Et que je me dis, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Ça fait un drôle d'effet, je vous le dis, de découvrir sa propre personnalité lorsqu'on a passé beaucoup de temps sur cette terre. Hein. Lorsqu'on a passé beaucoup de temps, lorsqu'on atteint l'âge de 75 ans et qu'on commence à peine à s'éveiller, ben, comme dit un peu le proverbe, hein, il y a une sorte de proverbe qui dit ça, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Je vous remercie.